Es-tu fatigué de sentir que les autres franchissent tes limites comme si elles n'existaient pas? D'avoir beau parler, céder, donner, et malgré tout, continuer à être ignoré, sous-estimé ou maltraité? Alors, ce message est pour toi. Parce que le respect ne se demande pas, il s'impose. Et pas avec des cris, ni avec de l'agressivité, mais avec de la présence, des limites fermes, et des actions qui parlent plus fort que les mots. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment faire pour être respecté sans avoir à le mendier. Tu vas apprendre à cesser d'être cette personne que tout le monde croit pouvoir manipuler, et à commencer à marcher avec une autorité que personne n'osera ignorer. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être piétiné. Tu es venu pour réveiller ton pouvoir. Avant de continuer, je veux que tu ailles dans les commentaires et que tu écrives cette phrase. À partir d'aujourd'hui, ma paix et mon respect ne se négocient pas. Je suis stoïque. Fais-le maintenant. Écris-le avec intention. Parce que lorsque tu le déclares, lorsque tu le répètes, lorsque tu le vois écrit, cela s'inscrit dans ton subconscient. Et ce n'est pas juste une phrase, c'est une décision. Une décision qui commence aujourd'hui, et qui peut transformer complètement la manière dont tu te traites, et dont les autres te traitent. Numéro 1. Cesse de t'expliquer devant ceux qui ne le méritent pas. Arrête de mendier la compréhension là où il n'y a que jugement. Il y a des personnes pour qui, peu importe ce que tu dises ou les efforts que tu fasses pour justifier tes actes, l'opinion est déjà faite. Elles n'essaient pas de te comprendre, elles cherchent simplement à confirmer l'image déformée qu'elles se sont fabriquées de toi. Alors, à quoi bon t'expliquer? Pourquoi gaspiller tes mots, ton temps et ton énergie avec des gens qui ont déjà fermé leurs oreilles? Le respect s'impose, il ne se mendie pas. Et celui qui exige de toi des explications sans être disposé à t'écouter ne te respecte pas. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans une conversation, après avoir parlé, tu sens que personne ne t'a entendu? Où chaque tentative d'éclaircir tes intentions se retourne contre toi, comme si tes paroles devenaient des armes entre les mains de l'autre pour renforcer son rejet. C'est épuisant. Et surtout, c'est inutile. Tu n'es pas né pour satisfaire les attentes des autres. Cesse de défendre ta vérité devant ceux qui n'ont aucun intérêt à la connaître. Certaines personnes ne sont pas prêtes à te comprendre, et ce n'est pas ton problème, c'est le leur. S'expliquer encore et encore peut sembler noble, voire juste. Mais en réalité, c'est une forme d'esclavage émotionnel. À chaque fois que tu justifies ta manière de vivre, de penser ou d'agir devant quelqu'un qui ne te valorise pas, tu remets entre ses mains un morceau de ton pouvoir personnel. Sans t'en rendre compte, tu dis, ton opinion sur moi est plus importante que ma paix intérieure. Et cela a un prix. Cela t'affaiblit, te vide, te rend plus incertain. La science le confirme, le besoin d'approbation extérieure est directement lié à l'anxiété, à la faible estime de soi et à la dépendance affective. La liberté commence quand tu n'as plus besoin d'être approuvé. Chercher constamment à être compris, c'est vivre emprisonné. Le stoïcisme l'avait compris avec une clarté brutale. Épictète l'a dit sans détour, si quelqu'un parle mal de toi, ne te justifie pas. Dis simplement, il doit avoir ses raisons. Aussi simple, et aussi puissant. Le sage n'a pas besoin d'être compris, car il ne cherche pas la validation extérieure. Il se suffit à lui-même. Sa paix ne dépend pas du jugement des autres. Il vit selon la vertu, et cela lui suffit. Si les autres le comprennent, tant mieux. Sinon, tant pis. Le stoïcien vit en accord avec sa nature, non selon l'opinion des autres. Fais une pause et regarde ta vie. Combien de personnes autorises-tu à te demander des explications, non pas avec respect, mais avec exigence? Combien laisses-tu accéder à ton monde intérieur sans qu'elle le mérite? Commence aujourd'hui. Choisis une situation, d'habitude, tu te justifierais, et ne le fais pas. Pas par arrogance, mais par dignité. Dis ce que tu penses, agis avec intégrité, puis garde le silence. Observe ce que tu ressens dans les premières secondes où tu refuses d'expliquer. Peut-être ressentiras-tu de la culpabilité. C'est normal. Cette culpabilité n'est que le reflet du conditionnement auquel nous avons tous été soumis. Plaire, convaincre, expliquer. Mais ne t'arrête pas. La culpabilité est passagère, la liberté, elle, est durable. Quand tu cesses de te justifier, quelque chose change. Tu retrouves de l'espace mental. Tu te sens plus léger. Tes décisions commencent à venir de toi, et non des attentes des autres. Tu n'es plus enchaîné à ce que les gens pensent. Tu cesses d'attendre l'approbation, et en faisant cela, tu reprends possession de ta vie. Ton énergie, auparavant gaspillée dans des discussions stériles, se transforme en force créatrice. Elle se met à construire, à avancer, à te propulser. C'est comme si tu fermais enfin la porte par laquelle ton pouvoir personnel s'échappait pour le garder avec toi. Et surtout, quand tu cesses de t'expliquer, tu découvres qui te respecte réellement. Parce que les personnes qui méritent ta présence n'ont pas besoin de longues justifications. Elles te respectent. Même lorsqu'elles ne te comprennent pas totalement, elles font confiance à ton jugement. Et si un jour tu tombes sur quelqu'un qui cherche à te comprendre avec sincérité, sans jugement,
Alors oui là, tu peux parler, partager, construire un pont. Mais face à ceux qui te questionnent avec méfiance, envie ou mépris, garde le silence. Tu n'as aucune obligation de t'expliquer. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit. Ton chemin t'appartient. Ceux qui veulent marcher à tes côtés doivent le faire avec respect. Ceux qui ne le veulent pas peuvent regarder de loin. Parce que ta vie n'est pas un tribunal. Et toi, tu n'es pas l'accusé. Tu es l'auteur de ton histoire, et tu n'as pas besoin de défendre chaque mot que tu écris. Numéro 2, marche avec dignité et éloigne-toi des personnes irrespectueuses. Marche avec dignité, même si cela signifie t'éloigner. Tout le monde ne mérite pas d'être proche de toi. Tout le monde ne mérite pas ta présence. Et il faut du courage pour reconnaître qu'une relation, un lien ou même une simple proximité peut être fondée sur le manque de respect. S'éloigner n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte d'amour envers soi-même. C'est te dire à toi-même, je mérite mieux que cela. Et même si cela peut faire mal, c'est la forme la plus pure d'amour-propre. Certaines personnes banalisent le mépris. Elles déguisent leur manque de respect sous forme de plaisanterie, de sarcasme ou de manipulations émotionnelles. Elles franchissent tes limites encore et encore, comptant sur ton silence, espérant que tu t'habitueras. Mais tu n'es pas ici pour t'habituer au maltraitement. Tu n'es pas né pour supporter l'insupportable. Si quelqu'un ne respecte pas ta voix, ton temps, ton énergie ou ton essence, le geste le plus courageux que tu puisses faire est de partir avec dignité. Rester par peur de la solitude est bien plus dangereux que partir la tête haute. La véritable force ne se trouve pas dans la capacité à supporter ceux qui ne t'offrent que des miettes de respect, mais dans le courage de t'en aller quand tu sais que tu mérites quelque chose de plus authentique. Ce n'est ni de l'orgueil, ni de la supériorité, c'est de la clarté. C'est dire, je ne vais pas partager ma vie avec quelqu'un qui ne sait pas valoriser ce que je suis. C'est créer un espace où la paix peut grandir sans avoir besoin de se défendre sans cesse. S'éloigner ne signifie pas fermer des portes par rancune, mais en ouvrir de nouvelles vers des personnes et des lieux qui honorent ta valeur, sans que tu aies besoin de la prouver. Oui, au début, cela peut ressembler à une perte. Il peut y avoir de la culpabilité. Tu pourrais même te demander, et si j'exagérais? Et si j'avais pu supporter un peu plus? Ne te trompe pas. Cette culpabilité est souvent l'écho du conditionnement social qui nous a appris à tout supporter, à sauver les autres, à rester même quand notre âme crie qu'elle n'en peut plus. N'écoute pas cet écho. Écoute ta paix. Car là où il y a paix, il y a vérité. Là où il y a respect mutuel, il y a croissance. Et là où il n'y en a pas, il ne reste que de l'usure. La science le confirme, les personnes qui s'éloignent d'environnements toxiques ne récupèrent pas seulement leur énergie. Elles gagnent aussi en bien-être émotionnel, en clarté mentale et en capacité à prendre de meilleures décisions. Rompre avec ce qui te fait du mal n'est pas un acte impulsif. C'est un choix conscient, rationnel et profondément sain. Celui qui te vole ta paix te vole bien plus qu'il n'y paraît, il t'enlève des années de vie, ta sérénité émotionnelle, tes rêves à accomplir. S'éloigner n'est donc pas une fuite. C'est une déclaration, je ne vais pas sacrifier ma paix pour rester près de quelqu'un qui ne me respecte pas. Le stoïcisme nous le rappelle, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons toujours choisir notre réponse. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre opinion sur ces choses. Cependant, lorsque cette opinion se fonde sur des faits répétés de manque de respect, la décision la plus sage est la distance. Pas par haine, mais par équilibre. Le sage ne s'attache pas à ce qui le blesse. Il ne cherche pas à changer ceux qui refusent de changer. Il accepte, remercie pour la leçon, et continue son chemin, sans rancune, mais sans retour. Fais l'exercice, pense aux personnes qui diminuent constamment ton énergie. Celles pour qui chaque rencontre devient une lutte. Celles qui, quand elles s'en vont, te laissent vider plutôt qu'en paix. Ensuite, imagine ta vie sans ce poids. Un espace où tu pourrais respirer sans tension. Où ton authenticité ne serait pas punie. Où ta dignité n'aurait pas besoin de se défendre en permanence. Cet espace existe. Et il commence à l'instant précis où tu décides de t'éloigner. Marcher avec dignité n'est pas toujours facile. Mais c'est toujours nécessaire. Parce que le respect ne se négocie pas. Et ceux qui ne peuvent t'en offrir ne méritent pas de rester. Que ta présence soit un privilège, et non une habitude pour ceux qui ne savent pas en prendre soin. Que autour de toi restent ceux qui ajoutent, qui élèvent, qui te regardent avec les yeux de l'âme. Et que s'éloignent ceux qui ne savent pas le faire. Car au bout du compte, ta paix vaut plus que n'importe quel lien. Protège-la. Préserve-la. Et si quelqu'un ne la respecte pas, n'aie jamais peur de partir. Parce que lorsque tu marches avec dignité, chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus de toi-même. Numéro 3, savoir quand parler et quand se taire. Savoir quand parler et quand se taire est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. Il ne s'agit pas de rester silencieux en permanence, ni de parler sans cesse pour attirer l'attention. Il s'agit d'équilibre, de conscience, de comprendre que tes mots peuvent construire ou détruire, et que parfois,
le plus grand acte de sagesse consiste à garder le silence. Beaucoup pensent que dominer une conversation est un signe de pouvoir. Pourtant, le véritable respect se gagne en sachant écouter. Quand tu interromps, quand tu parles sans pause, tu ne transmets que de l'anxiété et de l'ego. Mais lorsque tu écoutes, calmement, avec attention, tu envoies un message clair. Je te respecte, je suis présent, je n'ai rien à prouver. Combien de fois avons-nous été face à quelqu'un qui ne nous laisse même pas finir une idée? Qui, pendant que nous parlons, pense déjà à ce qu'il va répondre? Ce n'est pas un dialogue, c'est une guerre d'ego. Et parfois, sans nous en rendre compte, nous agissons nous-mêmes ainsi par peur d'oublier ce que nous voulions dire, par besoin d'avoir raison, ou par insécurité. Mais la vérité, c'est que les personnes qui savent écouter, qui laissent l'autre aller au bout de sa pensée, qui marquent une pause avant de répondre, gagnent un respect que les mots vides ne peuvent acheter. Le silence, lorsqu'il est conscient, a plus de poids que n'importe quel discours. Apprendre à se taire, c'est une forme de maîtrise de soi. Tout ne mérite pas une réponse immédiate. Tout ne demande pas ton opinion. Parfois, la chose la plus sage que tu puisses faire, c'est de rester en silence et d'observer. Écoute ce que l'autre dit vraiment, pas seulement avec ses mots, mais aussi avec son ton, son expression, son intention. Celui qui parle trop s'expose davantage. Celui qui écoute comprend mieux. Et celui qui comprend choisit avec précision quand et comment intervenir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie émotionnelle. La science le confirme. Des études en communication et en relations interpersonnelles montrent que ceux qui pratiquent l'écoute active sont perçus comme plus empathiques, plus sûrs d'eux et plus respectueux. Écouter améliore les liens, renforce la confiance et réduit les conflits. Pourquoi? Parce que nous voulons tous nous sentir entendus. Nous voulons tous que quelqu'un nous accorde une attention réelle, sans précipitation, sans interruption. Lorsque tu fais cela, tu offres quelque chose de rare, ta présence complète. Le stoïcisme parle aussi de cela. Sénèque disait, le plus grand signe de sagesse, c'est de ne pas se précipiter pour parler. Pour le stoïcien, chaque mot doit être pesé, chaque intervention doit avoir un but. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de parler seulement lorsque tes paroles peuvent améliorer le silence. Le sage sait que son énergie est précieuse et qu'il ne doit pas la gaspiller dans des conversations inutiles. Écoute, observe, comprends et seulement ensuite, parle. Et c'est ceci, lors de ta prochaine conversation, contente-toi d'écouter. Ne pense pas à ce que tu vas répondre pendant que l'autre parle. Regarde la personne, connecte-toi à son énergie. Si quelqu'un t'interrompt, ne réagis pas. Garde ton rythme. Reprends ta phrase calmement, comme si rien ne t'avait déstabilisé. Cette stabilité transmet du pouvoir. Et si tu sens que ton interlocuteur est impatient de parler, laisse-lui l'espace. Laisse-le se vider. Puis, quand vient ton tour, parle avec clarté, sans hâte, avec contenu. Tu verras la dynamique changer. Écouter plus que tu ne parles ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Cela prouve que tu es arrivé à un niveau où tu n'as plus besoin de parler pour te sentir important. Cela montre que tu sais que ta simple présence dit déjà beaucoup, même lorsque tu ne dis rien. Et quand tu choisis de parler, tes mots ont plus de force, plus d'intention, plus d'impact. Parce que tu ne parles pas pour parler, tu parles parce que tu as choisi de le faire, parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui valait la peine d'être dit. Souviens-toi de ceci. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit calme, des oreilles attentives et une langue disciplinée. Savoir se taire quand il le faut, parler quand c'est nécessaire, et le faire avec conscience plutôt que par réaction, voilà la véritable maîtrise. Car celui qui domine sa parole, domine son monde. Numéro 4, prends-toi au sérieux et prends soin de toi. Prends-toi au sérieux. Parce que si toi, tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne te valorises pas, si tu ne poses pas de limites claires, le monde ne le fera pas non plus. Tout commence par toi. Tu ne peux pas exiger du respect si tu ne te respectes pas. Tu ne peux pas demander de la considération si tu te traites toi-même comme un second rôle. Et cela se voit dans ta manière de marcher, de parler, de te regarder dans le miroir. Le monde te traite comme toi, tu te traites. Il est donc temps d'arrêter de te négliger. Il est temps de reprendre le contrôle. Pas avec orgueil, mais avec dignité. Commence à te regarder autrement. Non pas comme quelqu'un qui essaie simplement de survivre, mais comme une personne qui mérite de vivre pleinement. Je ne te parle pas de luxe ni de superficialité. Je te parle d'habitude, de repos, de te nourrir avec intention, de t'entourer de personnes qui t'élèvent, et d'arrêter de te contenter de miettes émotionnelles. Chaque fois que tu choisis quelque chose qui te fait du bien, tu envoies un message clair au monde. Je compte, mon bien-être compte, mon énergie a de la valeur. Et ce message, quand tu le soutiens avec cohérence, transforme la façon dont les autres te perçoivent. Il y a une énergie différente chez une personne qui prend soin d'elle. Elle n'a pas besoin de trop parler, sa présence se ressent. Elle dégage de la confiance sans arrogance. Elle ne cherche pas la validation, car elle se valide déjà elle-même.
Cette personne inspire le respect, non pas parce qu'elle le réclame, mais parce qu'elle le dégage naturellement à travers ses actions. Tout commence au moment où tu décides de te prioriser non pas par égoïsme, mais par amour-propre. Prends un instant pour réfléchir, quels sont les comportements que tu tolères et qui te font du mal? À quoi renonces-tu pour faire plaisir aux autres? Combien de fois as-tu ignoré tes propres besoins pour ne pas déranger, ou pour préserver une image? Le respect se construit dans les petites choses du quotidien. Dormir suffisamment, apprendre à dire non, prendre soin de ton esprit, garder tes distances avec ce qui ne te fait pas de bien. Tu n'as pas besoin de changer ta vie en un jour, mais tu dois décider de ne plus t'ignorer. La science le confirme, les personnes qui pratiquent l'auto-soin et maintiennent une bonne estime de soi sont plus respectées. Leurs relations sont plus saines, plus équilibrées. Elles sont perçues comme des leaders, des modèles, des personnes avec qui il est bon de passer du temps. Pourquoi? Parce qu'elles ne représentent pas une charge pour les autres en prenant soin d'elles-mêmes, elles élèvent aussi la qualité de leurs relations. Et cela se voit. Pas dans leurs paroles, mais dans l'énergie qu'elles transmettent. Le stoïcisme le dit aussi clairement. Marc Aurèle écrivait: la dignité consiste à valoriser ton âme et à agir conformément à sa nature. Le respect commence par la manière dont tu vis avec toi-même. Le stoïcien ne néglige ni son corps, ni son esprit, ni son caractère. Il sait que tout est lié. Prendre soin de soi n'est pas un acte superficiel, c'est un devoir envers soi-même et envers le monde. Parce que lorsque tu es bien avec toi, tu peux être bien avec les autres. Quand tu te prends au sérieux, tu peux prendre la vie au sérieux. Fais cet exercice, pense à une seule chose que tu peux faire aujourd'hui pour toi. Quelque chose de simple, manger quelque chose qui nourrit ton corps, sortir marcher en silence, dormir sans ton téléphone à la main, te parler avec respect, ou simplement respirer pendant 5 minutes. Ce qui compte, c'est que ce soit un acte intentionnel d'amour et de soin envers toi-même. Fais-le avec la conviction de quelqu'un qui construit quelque chose de plus grand, une relation solide avec soi-même. Parce que lorsque tu changes la manière dont tu te traites, tout autour de toi commence à changer. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'ordre. Tu te places en premier, pour ensuite pouvoir donner depuis l'abondance et non depuis le manque. Plus tu te respectes, plus tu attires naturellement des relations qui te respectent aussi. Il ne s'agit pas de plaire, il s'agit d'inspirer. Et cela n'est possible que lorsque tu décides que tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Alors regarde-toi avec bienveillance. Parle-toi avec respect. Prends soin de toi. Parce que dans cet acte simple et quotidien, tu construis le respect le plus important de tous, celui que tu as pour toi-même. Numéro 5, marche comme si tu étais le maître de la pièce. Marche comme si tu étais le propriétaire de l'endroit, non pas parce que tu te crois supérieur aux autres, mais parce que tu sais que tu mérites d'être là. Ta présence commence bien avant que tu ne prononces un seul mot. Entre d'un pas ferme, la tête haute, les épaules ouvertes. Tu n'as pas besoin de parler fort ni de chercher à attirer l'attention, ta simple manière de te mouvoir dit déjà tout ce qu'il faut dire. Ton corps dit, je suis ici, je suis présent, et j'ai de la valeur. La façon dont tu te présentes au monde indique au monde comment te traiter. Si tu entres dans un lieu en demandant la permission par ton attitude, c'est exactement ce que tu recevras, une permission à moitié accordée, un respect conditionnel. Et il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de feindre une confiance vide. Il s'agit d'incarner une vérité. Tu es vivant, tu as quelque chose à apporter, et ta présence est aussi légitime que celle de n'importe qui. Quand tu y crois, les autres le ressentent. Car la confiance ne crie pas, elle se respire. Elle se manifeste dans ta façon de marcher, d'occuper ton espace, de soutenir un regard sans défier, mais sans jamais baisser la tête. Ton corps a une mémoire. Chaque fois que tu décides de marcher avec détermination, tu es en train de reprogrammer cette mémoire pour lui rappeler qui tu es. Ne laisse pas le doute s'imprimer dans ta posture. Ne t'excuse pas à chaque pas que tu fais. Le monde n'a pas besoin d'une version réduite de toi. Marcher comme si tu étais le maître de la pièce n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de respect non seulement envers toi-même, mais aussi envers l'espace que tu occupes. C'est reconnaître que ta présence a du poids, que tes idées comptent, que tu as le droit d'être là où tu es. Les gens n'oublient pas toujours ce que tu dis, mais ils se souviennent toujours de ce qu'ils ont ressenti en ta présence. Et beaucoup de cela vient de l'énergie avec laquelle tu entres dans un lieu. La science le confirme. Des études en psychologie comportementale montrent que les postures de pouvoir ont un impact réel non seulement sur la façon dont les autres te perçoivent, mais surtout sur la façon dont toi tu te perçois. Ce n'est pas qu'une question d'apparence, c'est une question chimique. Adopter une posture assurée, marcher avec fermeté, lever le regard, tout cela influence directement ton niveau de stress, ton estime de toi et la manière dont ton esprit interprète la réalité. Ton corps peut convaincre ton esprit que oui, tu peux. Le stoïcisme, même s'il ne parle pas directement de posture physique, enseigne à porter sa dignité comme un bouclier. Épictète disait que nous devrions marcher comme si nous avions toujours des témoins, non par peur du jugement, mais par intégrité. Une marche consciente, intentionnelle,
qui ne se cache pas, ne quémande pas l'approbation. Elle avance la tête haute, parce qu'elle sait que sa valeur ne dépend d'aucun regard extérieur. Alors, quand tu marches comme si tu étais le maître de la pièce, tu ne fais pas semblant d'avoir du pouvoir. Tu pratiques l'honneur de vivre avec présence. Fais l'essai, la prochaine fois que tu entres quelque part, respire profondément avant de franchir la porte. Rappelle-toi que tu n'as rien à prouver, tu dois simplement être là, avec intention. Redresse ton dos, avance sans précipitation mais avec assurance. Regarde autour de toi, non pas pour chercher une validation, mais pour apprécier l'espace que tu occupes. Sens tes pieds sur le sol, ton corps droit, ancré. C'est ça, ta présence. C'est ce que les gens retiennent, quelqu'un qui ne s'efface pas, qui ne se minimise pas, qui simplement est là, avec une sérénité tranquille. Et plus tu t'en souviendras, plus cette attitude deviendra naturelle. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. C'est du respect pour toi-même. C'est comprendre que tu mérites ta place sans devoir te justifier sans cesse. C'est avoir foi en ta valeur, même quand personne ne l'applaudit. Parce que lorsque tu te traites avec cette fermeté, le monde le remarque. Tu n'auras pas besoin de réclamer le respect, tu l'inspiras. Souviens-toi toujours, le langage de ton corps parle avant tes mots. Que ton pas soit clair, que ton regard soit stable, que ta présence dise « je me prends au sérieux ». Et quand tu te prends au sérieux, les autres le font aussi. Voilà la différence entre passer inaperçu et laisser une trace. Numéro 6, ne laisse jamais personne te voir supplier. Ne laisse jamais personne te voir supplier. Pas par orgueil, mais parce qu'à chaque fois que tu supplies, tu cèdes une partie de toi-même. Une partie que tu ne devrais jamais négocier. Ta dignité, l'amour, le respect, l'attention, tout cela ne se mendie pas. Si tu dois les demander à genoux, alors tu ne les reçois pas vraiment, tu les achètes au prix de ta propre valeur. Et aucun lien ne vaut assez cher pour que tu t'épuises à ramasser des miettes d'affection. La supplication ne vient pas de la force, elle vient du désespoir. C'est le reflet d'une âme qui a oublié son propre pouvoir, qui croit que sans l'approbation des autres, elle n'a plus d'identité. Et c'est faux. Tu n'es pas moins parce que quelqu'un ne te valorise pas. Tu ne perds pas de valeur parce qu'un autre ne sait pas l'avoir. Le vrai problème, ce n'est pas le rejet, c'est de croire que le rejet définit qui tu es. Voilà pourquoi, même quand ça fait mal, même quand ton cœur est brisé ou ton âme fatiguée, ne t'agenouille jamais pour quelque chose qui devrait être réciproque. Si cela ne vient pas librement de l'autre, alors ne le veux pas. La dignité se révèle dans les moments difficiles. Quand tout en toi veut insister, appeler, expliquer, convaincre, mais que tu choisis le silence. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu te choisis toi. Parce que tu comprends que si tu dois supplier pour rester, cet endroit n'est pas fait pour toi. Oui, le silence fait mal. Mais il guérit. Supplier peut sembler soulager un instant, mais ensuite viennent la culpabilité, la honte et le vide. Le silence, lui, te laisse quelque chose d'inestimable, le respect de toi-même. Regarde autour de toi. Les personnes qui inspirent vraiment le respect ne sont pas celles qui crient le plus fort ou qui cherchent sans cesse à plaire. Ce sont celles qui savent qui elles sont, et qui agissent à partir de cette certitude. Quand quelqu'un te voit supplier, il ne voit pas ton amour, il voit ton besoin. Et le besoin, sans amour-propre pour le soutenir, devient repoussant, surtout aux yeux de ceux qui n'ont pas la maturité de reconnaître ta valeur. Ne te place jamais dans cette position. Si quelqu'un ne sait pas apprécier ta présence, alors ce qu'il mérite, c'est ton absence. La science le confirme. Les personnes qui ont confiance en leur valeur, qui préservent leur dignité, sont perçues comme plus fortes, plus attirantes, plus fiables. Pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles n'ont pas besoin de prouver leur valeur à chaque instant. Elles ne mendient pas, ne poursuivent pas, ne s'abaissent pas. Et cette énergie se ressent. Les gens perçoivent quand tu es prêt à te perdre toi-même juste pour garder quelqu'un près de toi. Et lorsqu'ils le sentent, ils te perdent le respect même si tu ne t'en rends pas compte tout de suite. Le stoïcisme l'explique avec clarté. Épictète enseignait que la seule chose que tu possèdes réellement, c'est ton esprit, ta volonté, ta capacité à décider. Quand tu supplies, tu remets ce pouvoir entre les mains d'un autre. Tu dis, tu as plus de pouvoir sur moi que moi-même. Et cela va à l'encontre de la philosophie stoïcienne. Le sage peut aimer profondément, apprécier les liens, mais jamais dans la dépendance, toujours dans la liberté. Si l'autre reste, que ce soit par choix, et non parce que tu l'as supplié. Fais l'exercice, pense à ces fois où tu as insisté trop. Ces messages que tu savais ne pas devoir envoyer. Ces explications que tu as exigées à quelqu'un qui avait déjà décidé de ne rien te donner. Ces moments où tu as baissé la voix, franchi tes limites, rabaissé ta valeur juste pour ne pas perdre quelqu'un. Et pourtant, regarde-toi aujourd'hui, tu es encore là. Tu as survécu. Tu as appris. Alors, la prochaine fois que tu te verras au bord de supplier, respire. Souviens-toi de qui tu es. Fais un pas en arrière. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de t'aimer. Tu n'as pas besoin de quémander de l'attention,
ni de forcer ce qui devrait venir naturellement. Quand tu tiens debout dans ta dignité, quand tu cesses de courir après ce qui ne veut pas rester, ton énergie change. Et à partir de là, tu attires des relations différentes, plus vraies, plus saines. Parce que tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter, mais simplement pour partager. Souviens-toi, celui qui te mérite ne te fera jamais supplier. Et celui qui t'oblige à le faire ne te mérite pas. Reste debout. Ton véritable pouvoir ne se mesure pas à quel point tu veux être vu, mais à ta capacité de te voir toi-même, même quand personne d'autre ne le fait. Ne t'agenouille jamais pour ce qui devrait t'accueillir debout. Numéro 7. Apprends à te taire quand il le faut. Apprends à te taire quand il le faut, car parfois le silence en dit bien plus que 1000 mots. Tu n'as pas besoin de remplir chaque espace de parole, d'explication ou de justification. En réalité, plus tu parles, plus tu dilues la force de tes idées. Il y a une puissance dans le fait de savoir quand s'arrêter, un vrai pouvoir dans le moment où tu choisis de te taire. Quand tu parles avec intention, sans excès, chaque mot a du poids, chaque phrase laisse une empreinte. Mais lorsque tu parles sans mesure, tes paroles deviennent du bruit de fond. Beaucoup de gens croient que parler beaucoup est une preuve d'intelligence ou de maîtrise. En vérité, ceux qui inspirent le plus de respect sont ceux qui savent quand parler et quand se taire. Ce n'est pas une question de timidité, mais de stratégie. Ce n'est pas un signe d'insécurité, mais de confiance. Car si tu sais ce que tu vaux et si tu sais que ce que tu as dit était clair, tu n'as pas besoin de le répéter ou de l'embellir. Tu le dis, puis tu laisses tes mots faire leur travail. Apprendre à laisser de l'espace, à permettre à l'autre de réfléchir, à donner au silence sa place, c'est une des formes les plus élevées de confiance en soi. Le silence bien utilisé est un langage à part entière. Quand tu fais une pause après avoir dit quelque chose d'important, tu permets à l'autre de ressentir le poids de tes mots. C'est comme jeter une pierre dans l'eau et observer calmement les ondes s'élargir. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la présence. C'est savoir que tu n'as pas besoin de forcer pour être compris. Les gens qui parlent trop, qui justifient ou expliquent sans fin, agissent souvent par peur de ne pas être suffisants. Mais toi, tu n'es pas là pour convaincre. Tu es là pour t'exprimer avec vérité. Si tu sens que les autres se déconnectent quand tu parles, si tu as l'impression que tes idées se perdent, ce n'est peut-être pas ce que tu dis, mais la quantité de ce que tu dis. L'attention a des limites, le respect aussi. Quand tu t'exprimes avec précision, sans fioriture, tes mots touchent plus juste. On perçoit ta clarté, ton calme, ta maîtrise. On sent que tu ne parles pas par nervosité, mais avec intention. Les gens respectent celui qui parle avec fermeté, mais aussi avec concision, non par manque, mais par focalisation. La psychologie de la communication le confirme. Les personnes qui parlent posément, qui font des pauses, qui laissent des silences, sont perçues comme plus fiables, plus sages, plus sérieuses. Non parce qu'elles disent moins, mais parce qu'elles disent juste ce qu'il faut. Des études montrent que ceux qui utilisent des pauses stratégiques captent plus l'attention, produisent plus d'impact et inspirent davantage de respect. Car plus tu parles peu, plus on t'écoute et plus on se souvient de ce que tu as dit. Le stoïcisme enseigne la même chose. Sénèque écrivait, « Il est propre à l'homme sage de dire ce qu'il faut, non tout ce qu'il peut ». Le stoïcien ne parle pas pour combler le vide, il parle quand c'est utile, quand c'est nécessaire, quand ses paroles portent une vertu. Ensuite, il se tait. Car il n'a pas besoin de validation, ni de plaire, ni d'être compris à tout prix. Il sait qu'une présence calme est parfois la meilleure réponse, et qu'un silence bien tenu peut être plus éloquent que n'importe quel discours. Mets cela en pratique. La prochaine fois que tu participes à une conversation importante, ne te précipite pas. Dis ce que tu as à dire, clairement, puis arrête-toi. Observe. Écoute. Ne cherche pas à combler le silence. Laisse-le exister. Tu verras alors ta présence s'affirmer, tes mots résonner, ton regard changer aux yeux des autres. Tu ne réagis plus par besoin, tu agis avec maîtrise. Il ne s'agit pas de parler peu, mais de parler avec intention. D'utiliser les mots comme des outils, non comme une fuite. De laisser le silence participer au message. Car quand tu maîtrises le silence, tu maîtrises le rythme. Et quand tu maîtrises le rythme, tu domines la conversation. Apprends à t'arrêter au bon moment. Apprends à faire confiance à ce que tu as déjà dit. Et souviens-toi, tout n'a pas besoin d'être exprimé. Parfois, le véritable pouvoir réside dans ce que tu choisis de taire. Numéro 8, reste non réactif dans les situations de forte pression. Reste non réactif dans les situations de forte pression, car le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de crier plus fort, de répondre immédiatement ou de vouloir toujours avoir le dernier mot. Le vrai pouvoir se trouve dans la maîtrise de soi, dans cette pause consciente que tu t'accordes lorsque tout autour de toi semble vouloir te pousser à perdre ton calme. Cette pause est de l'or. C'est elle qui fait la différence entre réagir comme tout le monde ou répondre comme quelqu'un qui se connaît, qui se contrôle et qui ne cède pas sa paix à la moindre provocation. Être maître de soi ne signifie pas que tu ne ressens rien, mais que tu choisis quoi faire de ce que tu ressens. Tu peux brûler intérieurement, mais tu choisis de respirer. Tu peux être attaqué,
mais tu choisis de ne pas riposter. Tu peux être entouré de tension, mais tu choisis d'être le centre de l'équilibre. Et cela n'a rien à voir avec la passivité, c'est de la force émotionnelle, du respect envers toi-même. Celui qui perd le contrôle perd son pouvoir. Celui qui le conserve le manifeste, sans même avoir besoin de parler. Quand tu deviens non réactif, tu envoies un message clair au monde, rien ne me déséquilibre facilement. Et crois-moi, cela impose le respect. Les gens t'observent. Quand ils voient que tu ne t'énerves pas face à la critique, que tu ne te défends pas de manière impulsive, que tu ne tombes pas dans les provocations faciles, ils te respectent. Pas parce que tu es froid, mais parce que tu es ferme. Parce que tu refuses de jouer le même jeu émotionnel que les autres. Tu es capable de voir au-delà du moment, d'agir selon ton but, et non selon ton émotion. Les gens ont l'habitude de voir l'autre réagir dès qu'on le provoque, mais toi, tu fais différemment, tu choisis de respirer avant de parler, de te taire avant d'exploser, de comprendre avant de répondre. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est la preuve que tu sais que chaque mot, chaque geste, chaque réaction est une forme d'investissement. Et tu refuses d'investir ton énergie dans ce qui n'en vaut pas la peine. C'est ainsi que se construit le respect, avec stabilité, patience et maîtrise de soi. La science le confirme. Les personnes capables de rester calmes dans les situations de stress sont perçues comme plus fiables, plus compétentes, plus dignes de respect. Parce qu'elles n'agissent pas sous l'impulsion, mais depuis la clarté. Leur comportement n'est pas réactif, il est stratégique. Cette attitude crée une atmosphère différente autour d'elles, une énergie de confiance et de solidité que les autres ressentent, même sans savoir pourquoi. C'est le fruit d'un travail intérieur, d'un entraînement à ne pas tomber dans les pièges émotionnels où la majorité tombe. Le stoïcisme a élevé cela au rang de vertu. Marc Aurèle écrivait « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à ton ennemi ». Il ne s'agit pas de vengeance, mais d'intégrité. Le stoïcien, même au cœur de la tempête, garde la main ferme sur le gouvernail. Il ne laisse pas les émotions du moment le détourner de son essence, car il sait qu'aucune force extérieure ne mérite plus d'autorité sur son âme que lui-même. Il ne s'abaisse pas au niveau des circonstances, il les transcende, parce que son centre est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Fais en l'expérience, la prochaine fois qu'on te pousse, ne repousse pas. La prochaine fois qu'on te provoque, observe, respire, fais un pas mental en arrière avant d'agir. Et depuis cette sérénité, choisis ta réponse. Peut-être parleras-tu, peut-être pas. Peut-être resteras-tu, peut-être partiras-tu. Mais que ce soit ton choix, et non une réaction automatique. Tu verras alors l'atmosphère changer. Les gens te regarderont autrement. Ton énergie aura un impact sans que tu aies besoin de t'imposer. Voilà ce qu'est la véritable présence, non celle de celui qui crie, mais celle de celui qui contrôle son feu intérieur. Non celle de celui qui réagit, mais de celui qui choisit. Car chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu choisis ton pouvoir. Tu choisis ta paix. Tu affirmes que tu n'es à la merci de personne. Tu ne joues pas le jeu des impulsifs, tu joues celui de l'autocontrôle, du respect et de l'intelligence émotionnelle. Et c'est à partir de là que la vie te respecte davantage parce que tu as commencé par te respecter toi-même. Numéro 9, l'art d'utiliser l'humour pour désarmer ton adversaire. Savoir utiliser l'humour pour désarmer ton adversaire est un véritable article. Il ne s'agit pas de jouer le clown, ni d'éviter le conflit avec des rires forcés ou des plaisanteries creuses. Il s'agit d'intelligence émotionnelle, transformer une situation tendue en une occasion de montrer ton calme, ton esprit et ta confiance. Quand quelqu'un te lance une remarque avec l'intention de te blesser ou de te ridiculiser, la réaction la plus courante est la colère ou la fermeture. Mais si, à ce moment précis, tu réponds avec humour, tout change. Non seulement tu désarmes l'autre, mais tu prends aussi le contrôle de la situation, sans avoir besoin d'envenimer le conflit. Ce n'est pas facile, bien sûr. Quand on t'attaque, ton instinct veut que tu répondes avec la même intensité. Pourtant, si tu es capable de transformer cette énergie en une blague, une touche d'ironie, ou une répartie qui fait sourire les autres, sans te rabaisser ni paraître passif, alors tu as déjà gagné. Pas parce que les gens t'applaudiront, mais parce que tu auras prouvé que tu ne dépends pas du conflit pour te valider. Tu montres que tu ne te prends pas trop au sérieux, au point qu'une simple plaisanterie puisse te détruire. Et ça, pour beaucoup, c'est inébranlable. Imagine la scène, quelqu'un se moque de toi, te lance une pique déguisée en blague, espérant que tu te mettes sur la défensive. Mais tu souris et tu réponds calmement. Merci de l'avoir remarqué, je m'étais justement entraîné devant le miroir avant de venir. À cet instant, quelque chose se brise. Parce qu'en riant le premier, tu enlèves à l'autre tout pouvoir sur toi. Tu désamorces son attaque, et si en plus tu fais rire ceux qui t'entourent, l'équilibre émotionnel bascule, tu apparais comme quelqu'un de maître de lui-même, et ton adversaire comme quelqu'un qui a échoué à te déstabiliser. La psychologie le confirme, l'humour autoréférentiel, celui qui te permet de plaisanter sur toi-même avec élégance et sans perdre le respect, crée de la sympathie. Les personnes capables de rire d'elles-mêmes sont perçues comme plus confiantes,
plus accessible, plus authentique. Et il y a plus encore, quand tu transformes une attaque en rire, tu réduis la tension ambiante. L'humour agit comme un pont, pas comme un mur. Il t'accorde un pouvoir subtil, celui de désamorcer sans humilier, d'élever sans écraser. Mais attention, il ne s'agit pas de se moquer de l'autre, ni de répondre avec une agressivité déguisée en blague. Il s'agit de transformer ce qui aurait pu être une blessure en un éclat de rire partagé. Comme dans le judo, tu utilises la force de ton adversaire contre lui, son propre élan devient sa chute. Il suffit d'un léger mouvement de tes mots pour que tout se renverse. Tu ne t'abaisses pas au niveau de l'insulte, tu t'élèves au-dessus, mais avec le sourire. Le stoïcisme connaissait bien cette sagesse. Épictète disait, c'est le signe d'un homme sage que de ne pas se prendre trop au sérieux. Le stoïcien comprend que l'ego est fragile lorsqu'il se gonfle trop. Mais lorsque tu sais rire de toi-même, tu montres que ton ego est équilibré, assez fort pour avancer, mais pas au point d'exploser. Le stoïcien ne se laisse pas troubler par la moquerie. Il observe, comprend l'intention, et s'il peut répondre avec calme ou humour, il le fait parce que sa valeur ne dépend pas de ce que les autres disent, mais de ce qu'il sait être. Et c'est. La prochaine fois que quelqu'un te lance une remarque piquante, ne tombe pas dans le piège. Ne te précipite pas pour te défendre, comme si ta dignité en dépendait. Prends une demi-seconde, souris, et réponds avec quelque chose d'inattendu, une phrase qui montre que tu n'as pas été atteint, que tu peux même jouer avec la situation. Par exemple, tu as raison, c'est pour ça qu'on me paie pour être moi-même, pas pour être parfait. Puis continue tranquillement ce que tu faisais. Tu seras surpris de voir comment l'atmosphère change, comment les autres te regardent avec respect, parfois même avec admiration. Parce que tu auras montré du contrôle sans violence, de la fermeté sans rigidité. Au final, celui qui maîtrise l'humour maîtrise aussi l'attention. Et il ne le fait pas par ego, mais par intelligence. Par cette sérénité de celui qui sait qu'une blague ne le définit pas, et par cette confiance de celui qui n'a rien à prouver, car il est déjà en paix avec lui-même. Alors oui, ris quand il le faut, pas pour fuir, mais pour briller sans te battre. Parce que dans un monde où tout le monde s'emporte pour un rien, celui qui sait rire, gagne sans lutter. Numéro 10. Ne te rends pas responsable des émotions ou des pensées des autres. Ne te rends pas responsable de ce que ressentent ou pensent les autres. Ce n'est pas ton fardeau, ce n'est pas ton devoir, et ce n'est pas ton chemin. Chaque personne est propriétaire de son monde intérieur. Si tu passes ta vie à essayer de contrôler comment chacun se sent autour de toi, tu vas te perdre complètement. Peu importe combien tu t'efforces, tu ne pourras jamais garantir que l'autre soit bien avec toi, car ce qu'il pense ou ressent n'a pas toujours à voir avec toi. Souvent, cela dépend de ses blessures, de ses attentes ou de ses manques. Être empathique ne signifie pas absorber les problèmes des autres. Être gentil ne signifie pas porter ce qui ne t'appartient pas. Tu peux être présent, écouter, soutenir, mais il y a une limite que tu ne dois pas franchir, celle qui te transforme en martyr de la vie des autres. Ne deviens pas le sauveur de tous, car tandis que tu essaies de sauver le monde, tu te laisses toi-même de côté. Et personne, absolument personne, ne mérite que tu te brises pour qu'il se sente entier. Certaines personnes te feront sentir coupable de ne pas porter leurs émotions. Elles te diront, tu me fais sentir ainsi, ou si tu changeais, je me sentirais mieux. Mais la vérité, c'est que ce n'est que manipulation déguisée en besoin. Personne n'a le pouvoir de contrôler tes émotions si tu ne le permets pas, et tu n'as pas le devoir de soutenir émotionnellement quelqu'un qui refuse de se prendre en charge. Ce n'est pas de la dureté, c'est de l'amour-propre. C'est de la clarté. Aider quelqu'un ne signifie pas s'annuler soi-même. Si chaque fois que quelqu'un s'énerve, tu modifies ton comportement pour éviter le conflit, tu remets ta paix en jeu. Si chaque fois que quelqu'un se sent mal, tu crois devoir arranger la situation, tu perds ton centre. Vivre ainsi t'épuise, t'use et te fait sentir petit. Parce que tu ne pourras jamais tout faire bien pour tout le monde. Quelqu'un te mal interprétera toujours, quelqu'un sera toujours insatisfait. Et si tu mesures ta valeur à la façon dont l'autre se sent avec toi, tu te places dans une prison invisible. La psychologie le confirme, les personnes émotionnellement autonomes, qui savent où s'arrêtent leurs émotions et où commencent celles des autres, construisent des relations plus saines. Ce sont celles qui reçoivent le plus de respect, car elles ne se perdent pas pour plaire. Elles ne sont pas disponibles émotionnellement pour n'importe qui, à tout moment, sans limite. Elles ont des limites, elles ont de la clarté. Et cela les rend fortes, stables et respectées. Épictète enseignait que nous ne sommes responsables que de nos propres actions et jugements, pas des impressions des autres. Si tu vis en essayant d'ajuster ton comportement pour contrôler la perception des autres, tu agis par peur, non par vertu. Le sage agit avec intégrité et laisse les autres penser ce qu'ils veulent, car le jugement d'autrui ne lui appartient pas, et il ne sacrifie pas sa sérénité pour tenter de contrôler ce qui n'est pas en ses mains. Fais une pause et réfléchis. Combien de fois t'es-tu senti coupable pour quelque chose que quelqu'un a décidé de ressentir? Combien de fois t'es-tu demandé des comptes pour des émotions qui n'étaient même pas les tiennes?
Maintenant, laisse tomber cela. Tu n'es pas responsable du chaos émotionnel des autres. Tu n'es pas le thérapeute du monde. Tu n'es pas l'amortisseur de la douleur des autres. Tu peux être présent, mais depuis ton centre. Tu peux être compatissant, sans t'oublier toi-même. Tu peux aimer, sans que l'amour devienne un sacrifice. Commence à poser des limites. Lorsque quelqu'un projette sa frustration sur toi, respire. Ne te défends pas. N'explique pas tout. Dis simplement, c'est à toi, pas à moi, et continue ta journée. Pas parce que cela t'importe peu, mais parce que tu as appris à faire confiance à ta propre force. Ton bien-être ne doit pas dépendre de la marée émotionnelle des autres. Et là, à ce point d'équilibre, il se passe quelque chose de puissant. Tu te libères, tu te respectes, tu prends soin de toi et seulement de toi. Et depuis cet endroit, le monde commence à te traiter différemment. Parce que lorsque tu te rends responsable seulement de ce qui t'appartient, le respect arrive de lui-même. Et pas par contrainte, mais par cohérence. Celui qui sait poser des limites émotionnelles, qui ne se perd pas dans les autres, brille d'une clarté qui n'a pas besoin d'explication. Et cette lumière ne vient pas de l'envie de plaire à tous, mais du choix de t'avoir choisi toi-même en premier. Numéro 11. Garde le silence sur tes réussites. Garde le silence sur tes réussites, non pas parce qu'elles ne sont pas importantes, mais parce que tu n'as pas besoin d'annoncer tout ce que tu fais bien pour que cela ait du poids. Nous vivons à une époque où tout ce que l'on fait de bien doit être montré, raconté, partagé. Mais le véritable respect ne se gagne pas en parlant, il se gagne en agissant. Celui qui ressent le besoin de dire constamment ce qu'il a accompli cherche la validation. Celui qui agit en silence et laisse ses résultats parler pour lui construire une réputation solide, sans bruit et sans besoin d'applaudissements. Lorsque tu parles trop de ce que tu as accompli, tu éveilles inévitablement deux choses. Le doute chez ceux qui remettent tout en question et l'envie chez ceux qui n'ont rien accompli. Mais lorsque tu restes concentré, sans fanfaronnade, sans recherche de reconnaissance immédiate, quelque chose en toi se renforce. Tu apprends à apprécier le processus plutôt que l'approbation. Tu apprends à travailler avec l'énergie vers l'intérieur, non vers l'extérieur. Et quand le moment arrive, quand le fruit apparaît, lorsque les résultats sont si évidents qu'ils ne peuvent être ignorés, alors le respect vient de lui-même, silencieux, ferme et réel. Celui qui se vante trop de ses réussites montre un manque intérieur. Car celui qui est plein par l'intérieur n'a pas besoin de le crier. Il a la paix, il a le focus, et surtout, il est sûr que sa valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de lui, mais de ce qu'il construit chaque jour. Parler moins de tes succès ne signifie pas te cacher, mais savoir que le vrai pouvoir réside dans l'impact, non dans l'annonce. Que ton travail parle pour toi, que les gens le voient, le ressentent et le respectent, sans que tu aies à tout expliquer. Tu n'as pas besoin de publier chaque avancée, ni de raconter chaque victoire, ni de chercher l'approbation à chaque étape. Pendant que d'autres sont occupés à montrer au monde ce qu'ils font, toi, tu es occupé à le faire. Et cette différence se remarque. Elle se voit dans la constance, dans les résultats, dans la manière dont les autres te regardent lorsqu'ils découvrent ce que tu as accompli sans que tu l'aies dit avant. Ce moment est puissant. Ils comprennent que tu ne joues pas, que tu n'as pas besoin d'ornement, que ton silence n'est pas passivité, mais stratégie. La science le confirme également. Dans les études sur la perception, l'éducation sociale et le leadership, il a été démontré que les personnes qui agissent avec humilité, qui ne se surexposent pas et ne cherchent pas constamment la validation externe, génèrent plus de respect. Elles sont perçues comme authentiques, centrées, sans besoin d'exagérer ni de convaincre. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force bien gérée, une confiance bien placée. Et dans un monde de bruit, celui qui sait garder conscience de ce qui se passe autour de lui devient magnétique. Le stoïcisme l'enseigne depuis des siècles. Sénèque disait que la vertu doit rechercher l'applaudissement par ses actions, non par ses paroles. Le stoïcien ne vit pas pour être admiré, il vit pour être intègre. Son travail ne dépend pas du regard des autres. Sa satisfaction n'est pas dans la reconnaissance publique, mais dans l'excellence personnelle. Tu n'as pas besoin de dire au monde que tu progresses. Fais-le en silence et laisse le temps parler pour toi. Pratique cela, la prochaine fois que tu accomplis quelque chose d'important, reste silencieux. Savoure-le pour toi-même. Observe la sensation d'accomplir quelque chose sans le partager immédiatement. Garde ce moment comme un trésor privé. Continue à travailler, construire et avancer. Quand le moment viendra, les résultats parleront plus fort que n'importe quel discours. Et lorsque quelqu'un le remarquera et te demandera comment tu as fait, souris simplement. La véritable satisfaction n'est pas dans le fait de le raconter, mais dans le fait de l'avoir accompli sans le crier. Plus tu parles, plus tu t'exposes. Plus tu te réserves, plus tu accumules de pouvoir. Tu n'as besoin de rien démontrer à personne. Si tu es engagé dans ton chemin, ta vision, tes principes, chaque jour tu sèmes quelque chose qui, tôt ou tard, portera ses fruits. Et quand ce moment arrivera, tu n'auras rien à prouver. Ce que tu as construit en silence sera évident. C'est alors, sans bruit et sans recherche d'approbation,
Connais le respect le plus authentique, celui qui vient quand ce que tu as accompli parle plus fort que toi. Numéro 12. Ne sois pas gentil tout le temps. Ne sois pas gentil tout le temps. Parce que lorsque tu le es, non par bonté, mais par peur de déranger, tu te trahis toi-même. Être gentil n'est pas un problème. Le problème survient lorsque tu utilises la gentillesse comme masque. Quand ce que tu dis oui est en réalité un non déguisé par crainte du rejet. Quand tu cèdes par habitude. Quand tu deviens cette personne gentille que tout le monde recherche parce qu'ils savent que tu ne poses jamais de limites. Et c'est là qu'ils cessent de te respecter. Car celui qui est toujours disponible, qui sourit toujours même quand il n'en a pas envie, qui ne dit jamais non, finit par devenir invisible. Utile, mais non apprécié. Tu n'es pas venu dans cette vie pour plaire à tout le monde. Tu n'es pas ici pour qu'on t'applaudisse pour ta docilité. La gentillesse authentique naît du respect, non du besoin. Et cela signifie que parfois, tu diras non. Que parfois, tu poseras une limite. Que parfois, tu désireras quelqu'un, et c'est correct. Parce que chaque fois que tu te priorises, tu te réaffirmes. Chaque fois que tu choisis d'être ferme, même si cela semble dur, tu te réaffirmes. Cela envoie un message clair, je me respecte et j'attends la même chose de toi. Il ne s'agit pas d'être grossier, mais d'être réel. Les personnes qui s'imposent avec élégance, qui parlent calmement mais avec fermeté, génèrent plus de respect que celles qui disent toujours oui à tout. Car il y a de la force dans l'assertivité et de la dignité à ne pas céder à chaque fois. Être gentil ne signifie pas être faible, mais si ta gentillesse naît de la peur, tôt ou tard elle s'effritera. Elle se transformera en ressentiment. Tu te rendras compte que tu donnes plus que tu ne reçois, que tu supportes plus que tu ne devrais, que tu es épuisé de sourire alors qu'au fond tu es fatigué. Et tout cela pour ne pas déranger les autres, tandis que tu te déranges toi-même. La psychologie sociale le confirme. Les personnes qui établissent des limites claires, qui défendent leur temps, leurs idées et leurs émotions, sont perçues comme plus fortes, plus stables, plus respectables, car elles ne se laissent pas modeler par la pression sociale. Elles ne cherchent pas constamment l'approbation. Elles savent qu'il est impossible de plaire à tout le monde et s'en libèrent. Et dans cette liberté, leur pouvoir se voit. Celui qui n'a pas besoin de plaire brille davantage, car chaque non qu'il donne est un oui à son propre bien-être. Le stoïcisme parle également de cela. Sénèque écrivait que nous ne devons pas vivre pour plaire à tous, car cela signifie cesser de vivre selon la raison. Le sage ne cherche pas à plaire, il cherche à agir avec vertu. Et la vertu peut parfois sembler dure, mais c'est de l'intégrité, c'est de la cohérence. Le stoïcien n'a pas peur de dire ce qu'il pense avec respect. Il n'a pas peur de rejeter ce qui va à l'encontre de sa paix, car il sait que chaque concession inutile affaiblit son âme. Et être ferme est aussi une forme d'amour envers soi-même. Fais l'exercice, pense à une situation où tu cèdes toujours. Cette personne à qui tu ne sais jamais dire non. Cet engagement que tu acceptes toujours même si tu n'en as pas envie. Cette fois, change le schéma. Dis ce que tu penses. Fais-le avec respect, sans trop d'explications. Juste un non, cette fois je ne peux pas ou je ne me sens pas à l'aise avec cela. Il n'est pas nécessaire d'être agressif, juste et clair. Et observe ce qui se passe. Peut-être qu'on te regardera différemment. Peut-être que l'on sera surpris. Peut-être que l'on te questionnera. Mais peut-être commencera-t-on à te respecter davantage. Car celui qui ne pose pas de limites ne se valorise pas. Et celui qui ne se valorise pas finit par être utilisé. Tu n'es pas ici pour cela. Tu es ici pour vivre depuis ton centre, depuis ta vérité, depuis la force qu'il y a à dire, ceci oui, ceci non. Être gentil avec tout le monde, tout le temps, est un piège, une forme subtile d'autosabotage. Une manière d'éteindre ton authenticité pour ne pas déranger les autres. Mais toi, cela ne te dérange-t-il pas de te trahir pour t'intégrer? Le véritable respect naît lorsque les gens voient que tu n'as pas besoin d'être accepté par tous. Que ta valeur n'est pas négociable. Que tu peux être gentil, mais aussi ferme. Que tu peux donner, mais que tu sais aussi t'arrêter. Que tu es prêt à être toi-même, même si cela signifie décevoir quelqu'un. Parce que tu préfères être réel plutôt que d'être une version domestiquée de toi-même. Et lorsque tu comprends cela, tu cesses d'être le gentil de toujours et commences à devenir quelqu'un d'impossible à ignorer. Numéro 13. Partage tes défauts sans honte. Partage tes défauts sans honte. Ne les cache pas, ne les maquille pas, ne les évite pas. Car lorsque tu les acceptes, lorsque tu les reconnais avec sérénité, quelque chose de puissant se produit. En acceptant tes imperfections avec calme, tu cesses d'être une façade et tu deviens une personne réelle. Le monde ne se connecte pas à la perfection, il se connecte à l'authenticité. Il y a une énorme différence entre prétendre avoir confiance en soi et réellement en avoir. La véritable confiance naît lorsque tu peux regarder tes erreurs en face et dire « Oui, cela fait partie de moi, et c'est correct ». Tu n'as pas besoin de faire semblant d'avoir tout sous contrôle. Tu n'as pas besoin de prétendre que tu ne te trompes jamais, que tu ne doutes jamais, que tu ne faiblis jamais, car adopter cette posture ne fait que te rendre distant. Cela te rend inaccessible, froid,
artificielle. Mais lorsque tu oses dire calmement, je ne suis pas bon dans ce domaine, j'ai du mal, ici je me suis trompé, non seulement tu montres du courage, mais tu génères quelque chose de rare aujourd'hui, la confiance. Car ceux qui ne cachent pas ne manipulent pas, et ceux qui ne manipulent pas sont plus respectés. Parler de tes défauts avec le sourire, même avec humour, n'est pas une faiblesse. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est dire à l'autre, je n'ai pas besoin de me cacher pour que tu m'acceptes, car je me suis accepté moi-même en premier. Et cela, aussi simple que cela puisse paraître, est révolutionnaire. Dans un monde rempli d'apparences, celui qui se montre humain se distingue. Celui qui rit de ses erreurs avant que d'autres ne le fassent désamorce le jugement. Et celui qui ne s'excuse pas pour être imparfait projette une force qui ne nécessite aucune explication. Ce phénomène a un nom, l'effet pratfall. Les études montrent que les personnes qui commettent de petites erreurs et les reconnaissent ouvertement génèrent plus de sympathie et de respect. Elles ne sont plus perçues comme des figures lointaines, mais comme des personnes proches, accessibles, compréhensibles, réelles. C'est comme si, en montrant ton imperfection, tu donnais la permission à l'autre d'être imparfait lui aussi. Et cela crée une connexion qu'aucune image impeccable ne peut générer. Mais pour cela, il faut lâcher la honte. Cette voix intérieure qui te dit que si tu te montres vulnérable, tu seras rejeté. Ce besoin de contrôler la perception que les autres ont de toi. La vérité est que personne ne respecte quelqu'un qui vit caché derrière une façade. Le respect naît lorsque quelqu'un peut te voir dans ton entièreté, avec tes vertus et tes défauts, et comprendre que tu n'essaies pas d'impressionner, mais de partager, d'être. Le stoïcisme le comprenait depuis des siècles. Marc Aurèle, empereur de Rome et figure majeure du stoïcisme, écrivait dans ses méditations qu'il ne devait pas craindre de montrer ses erreurs, car les reconnaître était le premier pas pour les corriger. Le sage ne se laisse pas submerger par la honte. Il l'observe, la travaille, la comprend avec sérénité, sans dramatisation, car il sait que cacher un défaut ne le fait pas disparaître, il l'enterre seulement, vivant. Le stoïcien ne cherche pas à paraître fort, il cherche à l'être. Et être fort, c'est accepter ses imperfections sans orgueil, sans culpabilité et sans peur. Fais l'exercice, pense à quelque chose que tu as toujours essayé de cacher, une insécurité, une faiblesse, un trait de toi qui ne correspond pas à ce que tu crois devoir être. Cette fois, au lieu de le dissimuler, partage-le, avec légèreté, dans un moment informel. Dis-le comme on raconte une anecdote, pas comme on confesse un péché. Par exemple, je suis vraiment mauvais pour retenir les noms, mais je fais de mon mieux. Parfois, j'invente des surnoms jusqu'à ce que je m'en souvienne. Observe la réaction. Presque toujours, la réponse est un sourire, une confession similaire, une connexion. Avec le temps, tu remarqueras que tu as de moins en moins besoin de te cacher, que parler de tes défauts ne te rend pas faible, mais te libère. Les gens ne te respectent pas moins, ils te respectent davantage, parce que tu montres quelque chose que beaucoup n'osent pas montrer, tu t'acceptes tel que tu es. Et lorsque tu le fais, tu invites les autres à faire de même. Au final, celui qui se montre complet est celui qui inspire le plus. Car dans un monde qui exige la perfection, avoir le courage de dire « moi aussi j'ai des zones d'ombre » te rend inoubliable, quelqu'un avec qui il est agréable de parler, quelqu'un que l'on respecte non pas pour ce qu'il cache, mais pour ce qu'il ose partager sans honte. Numéro 14. Utilise le contact visuel de manière stratégique. Utilise le contact visuel de manière stratégique. Il ne s'agit pas seulement de regarder les yeux par habitude, mais de maîtriser l'espace avec ton regard, de projeter calme, contrôle et confiance avec quelque chose d'aussi subtil que de maintenir le regard lorsque le moment l'exige. La plupart des gens, face à la tension, détournent le regard. Ils le font par inconfort, par insécurité ou par peur. Mais lorsque tu choisis de soutenir ce regard quelques secondes de plus, sans agressivité, sans rigidité, simplement avec présence, c'est là que les choses changent. Le contact visuel n'est pas seulement un outil social, c'est un langage silencieux de pouvoir. C'est une manière de dire « je suis ici, je n'ai pas peur, je ne vais pas fléchir », sans prononcer un mot. Et tu n'as pas besoin de le maintenir constamment, seulement de manière intentionnelle. 3 à 5 secondes, ferme, direct, sans hésitation. Puis détourne le regard avec naturel, comme si tu n'avais pas besoin de capter l'attention de l'autre, parce que ta simple présence le fait déjà. Cette combinaison de fermeté et de détente crée un impact immédiat, autorité sans agressivité. Pense à quelqu'un comme Alfie Solomon. Il ne crie pas, ne panique pas, ne se précipite pas. Il te regarde, profondément, longuement, et quand il sent qu'il a tout dit avec ses yeux, il relâche le contact. Et ce simple geste transmet plus de pouvoir que beaucoup de discours. Le regard, lorsqu'il est utilisé avec précision, est comme une encre. Il fixe ta présence dans l'espace et fait que les autres te remarquent, te respectent et t'écoutent. C'est une déclaration silencieuse que tu ne fuis pas et que tu as le contrôle. Lorsque tu es dans une conversation tendue ou importante, pratique le maintien du regard.
Pas comme quelqu'un qui défie, mais comme quelqu'un qui ne se cache pas. Laisse l'autre voir que tu es présent, puis, doucement, romps le contact. Fais une pause visuelle. Regarde sur le côté, vers le sol, ou relâche simplement la concentration. Cette alternance entre présence ferme et pause visuelle empêche de paraître rigide ou évasif, seulement équilibré et sûr de soi. Cet équilibre est magnétique. Peu de personnes le possèdent, et lorsqu'il est montré, il se remarque immédiatement. La science le confirme. Des études en psychologie du comportement ont démontré que les personnes qui utilisent le contact visuel de manière appropriée sont perçues comme plus dominantes, plus sûres et plus fiables. Tandis que celles qui évitent le regard ou le maintiennent trop intensément provoquent inconfort ou rejet. C'est une question de balance, maintenir sans envahir, montrer sa présence sans intimider. Et lorsque tu atteins ce juste milieu, ta communication passe à un autre niveau. Le stoïcisme a aussi quelque chose à dire à ce sujet. Épictète enseignait qu'il faut toujours être présent, mais sans anxiété. Cela s'applique aussi au langage corporel. Le stoïcien ne baisse pas la tête face au conflit, n'évite pas la tension, mais ne la cherche pas non plus. Il observe calmement, reste ferme, et son corps, y compris son regard, reflète cette sérénité. Ce n'est pas un regard agressif, c'est un regard conscient. Dans cette conscience réside tout son pouvoir. Fais l'exercice. La prochaine fois que tu parles avec quelqu'un dans une situation délicate, ne baisse pas les yeux. Maintiens le contact visuel 3, 4, 5 secondes. Respire normalement. Ne le fais pas sous tension, mais dans le calme. Puis romps ce contact doucement. Continue à parler, mais laisse ton regard couler naturellement. Ne le force pas. Observe comment change la réaction de l'autre. Comment ajuste-t-il son énergie? Comment son ton de voix baisse-t-il parfois? Car ton regard, bien utilisé, est un outil de leadership silencieux. Plus tu pratiques, plus cela devient naturel. Tu n'auras plus besoin d'y penser, ce sera intégré à ta présence. Il ne s'agit pas de regarder pour imposer, mais de regarder pour être. Pour montrer que tu n'as rien à cacher, que tu n'as besoin d'aucun artifice, et que tu peux soutenir n'importe quelle conversation depuis ton centre. Celui qui maîtrise son regard maîtrise ses émotions. Et celui qui maîtrise ses émotions maîtrise le moment. Et dans ce contrôle tranquille naît le respect véritable. Numéro 15. Défends ton temps. Défendre ton temps n'est pas être rigide, c'est être clair. C'est comprendre que ta vie se construit minute par minute. Et chaque fois que tu permets à quelqu'un de la gaspiller, tu envoies un message. Mon temps est ton temps, mon temps vaut moins que le tien. Et ce n'est pas de l'humilité, c'est un manque de limite. Si quelqu'un arrive constamment en retard, ne respecte pas tes horaires ou change des plans à la dernière minute sans considération, ce n'est pas un accident, c'est une habitude. Et si tu ne mets pas de frein, cette habitude devient la norme. Défendre ton temps ne sert pas seulement à ce que les autres te respectent, c'est aussi pour te rappeler à toi-même que ce que tu construis compte. Quand une personne ne prévient pas qu'elle va arriver en retard, ou qu'elle suppose simplement que tu peux attendre sans problème, elle te dit silencieusement, ton agenda, tes responsabilités et tes priorités ne sont pas aussi importants que les miens. Et toi, en restant silencieux ou en minimisant la situation, tu renforces cette idée. Il ne s'agit pas de créer un drame, mais d'avoir le courage de dire, cela me dérange que tu ne respectes pas mon temps, car si tu ne le dis pas, cela se reproduira. Et si cela se reproduit, petit à petit, toi-même commenceras à vivre comme si ton temps n'avait pas autant de valeur. Établis des limites. Si une réunion commence à 1 heure, commence à cette heure-là. Si quelqu'un arrive en retard de façon chronique, cesse de l'attendre avec la même énergie qu'avant. Ne récompense pas le retard par une disponibilité totale. Dis ce que tu as à dire avec respect, mais avec fermeté. Car lorsque tu respectes ton propre temps, les autres le remarquent. Et ce message change toute la dynamique. On commencera à te voir comme quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner par l'informalité des autres, comme quelqu'un de clair, par conséquent, de précieux. La psychologie l'a prouvé, les personnes qui défendent leur temps, qui posent des limites claires et qui ne permettent pas les interruptions constantes ou les retards sans conséquence, sont perçues comme plus précieuses, car elles projettent un signal direct, je suis engagé dans ce que je fais, et cela inclut le respect de moi-même. Cette auto-évaluation se perçoit, et cette perception génère du respect. Et le respect ne se demande pas, il se crée à travers ce que l'on fait, même dans les plus petits détails. Le stoïcisme a une vision très forte à ce sujet. Sénèque écrivait, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Il disait aussi que le temps est sacré. Le temps est la seule ressource qui, une fois perdue, ne revient jamais. Pour un stoïcien, prendre soin de son temps n'est pas une obsession, c'est de la discipline. Non pas parce qu'il faut vivre à toute vitesse, mais parce qu'il faut vivre avec intention. Chaque minute gaspillée dans des attentes inutiles, des engagements sans âme, ou des conversations qui ne mènent à rien, est une minute de vie réelle en moins. Et personne ne te la rendra. Fais l'exercice. La prochaine fois que quelqu'un arrive en retard sans prévenir,
dis-le, sans colère ni sarcasme, simplement avec clarté, j'aurais aimé que tu me préviennes, car je valorise mon temps et je me suis organisé pour cela. Tu n'attaques pas, tu éduques, tu poses une limite. Avec le temps, tu verras comment les gens réfléchissent à 2 fois avant de jouer avec ton emploi du temps, car ils savent que tu le prends au sérieux. Et qui prend son temps au sérieux, prend sa vie au sérieux. Observe aussi comment tu te traites toi-même. Es-tu ponctuel avec toi-même? Respectes-tu tes propres horaires? Parce que si tu ne respectes pas ton temps, tu ne peux pas demander au monde de le faire. La discipline personnelle est la première étape. Si tu dis que tu vas travailler à 8 heures, travaille à 8 heures. Si tu dis que tu vas te reposer à une certaine heure, fais-le. Ne le fais pas pour les autres, fais-le pour toi. Le respect de soi commence par ces détails, et à partir de là, il se projette sur tout le reste. Défendre ton temps, c'est défendre ta vie. Pas avec dureté, mais avec intention. Pas avec colère, mais avec conscience. Chaque minute perdue dans des choses que tu n'as pas choisies consciemment est du temps que tu ne récupéreras jamais. Tu n'es pas ici pour gaspiller quoi que ce soit. Tu es ici pour construire quelque chose de solide. Et cela ne se fait que lorsque tu comprends que ton temps est sacré, et que tu le traites comme tel. Car lorsque tu le fais, les autres apprennent aussi à le faire. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela montre ton engagement envers le changement. Tout le monde n'a pas le courage de regarder en soi, de décider d'imposer le respect, de cesser de permettre les mauvais traitements et de commencer à vivre avec dignité. Alors, je veux que tu termines cette vidéo avec force. Va dans les commentaires et écris, pour la première fois ou de nouveau, cette phrase. Aujourd'hui, ma paix et mon respect ne se négocient pas. Je suis stoïcien. Grave-la dans ton esprit. Répète-la chaque jour. Fais-en une partie de ton identité. Car cette vidéo n'est pas seulement une vidéo, c'est le début d'une transformation. Si ce contenu t'a fait réfléchir, aime, abonne-toi et continue à apprendre. Ce n'est que le commencement, et ce qui vient est croissance, clarté et respect véritable.